Joyce Saint-Père est ancienne étudiante en sociologie et littérature. Elle est actuellement doctorante à l'Université de Montréal où elle étudie les séries sous l'angle de l'espace, de la représentation des lieux dans lesquels évoluent les personnages à la dimension spatiale de l'expérience télévisuelle. Membre du Labo Télé, elle a publié un article sur l'histoire de la télécommande dans l'encyclopédie raisonnée des techniques et technologies du cinéma et des médias du partenariat Technes et a participé en tant que présentatrice au Midi du Graphime. Donc, 20 minutes. Donc, bonjour, je vais vous parler donc, de la sériphilie aujourd'hui. Donc, la sériphilie étant l'amour pour les séries télévisées. Et donc, je vais examiner en fait déjà l'évolution des approches sur les études portant sur ce sujet et aussi donc, en fait, qui est totalement corrélée à l'évolution des rapports qu'on peut avoir avec les séries. Et donc, on va voir ça en commençant déjà par rappeler les théories principales qui ont été formulées pour expliquer les raisons pour lesquelles on aime en fait les séries télévisées. Donc, pourquoi est-ce qu'on est attaché à ces fictions? Et donc, après ces raisonnements sur notre affection, on va voir les modes d'expression de notre affection qui va répondre à la question, typiquement, en fait, comment est-ce qu'on aime les séries télévisées? Donc, et là, je vais me concentrer soit sur des modes d'expression un peu nouveaux, soit sur des modes d'expression qui ont été peu étudiés jusqu'ici. Et après ça, je vais m'arrêter sur la prospérité et l'échec des relations sentimentales sérielles, vu qu'il faut essayer de comprendre l'impact que le temps long en fait, des séries peut avoir sur les relations qu'on va développer avec elles. Et donc, pour commencer, il s'avère que les chercheurs ont formulé différentes théories pour donc, expliquer le rapport qu'on a avec les séries et les raisons de notre attachement. Et ils nous disent qu'elles sont multiples. Ils citent déjà leur anoblissement. Donc ça a été développé notamment par Jason Mittel, qui a repéré à la fin des années 90 un gain de qualité des œuvres créées pour le petit écran. Donc, ça va passer, entre autres, par une complexification au niveau de l'écriture, vu qu'à cette période, on va commencer à avoir des scénarios qui sont en fait beaucoup plus travaillés, ce qui fait qu'on a des récits, par exemple, non linéaires, on a aussi des trames narratives qui vont se multiplier, des lignes temporelles aussi qui vont se multiplier. Donc, ça fait qu'il y a une complexité qui va garder le spectateur engagé, finalement, et ça va aussi changer la donne pour les spectateurs, vu qu'ils pourront mieux assumer leur amour pour les séries, dans la mesure où la critique principale qui était adressée aux séries à l'époque était que c'était du contenu décérébré et du coup, en fait, avec la complexification, c'est un reproche qui ne tient plus la route finalement. Donc déjà, on a l'anoblissement. À côté de ça, on a aussi ce que Hervé Glebarek appelle avec Michel Pinet le compagnonnage. Ça, c'est le fait que les séries vont nous accompagner pendant de longues années dans notre vie et ce qui fait que les personnages aussi qui apparaissent dans ces séries deviennent des proches finalement, vu qu'ils vont nous suivre parfois pendant des décennies. Donc, à côté de la durée de ces séries, il y a le réconfort en fait qu'elles peuvent nous apporter. Donc, des théories qui ont été développées notamment par Sandra Logier, qui nous dit qu'il y a toute une esthétique du care dans les séries télévisées, vu qu'elles prennent soin de nous, mais aussi, ajoute-t-elle, les séries vont en fait chercher à nous rendre meilleurs. Donc, les séries vont nous éduquer. Et enfin, on a le fait que les séries vont établir et maintenir du lien social. Donc, vu qu'on sait que le visionnage, généralement, est solitaire, mais les séries vont être extrêmement communautaires également, vu qu'elles vont en fait fédérer. Elles vont réunir les spectateurs pour qu'ils discutent en fait des œuvres qu'ils aiment. Donc, c'est entre autres le propos d'Anaïs Goudman qui va nous dire que quand on a affaire à des récits qui sont unitaires comme les films et les romans, on a vraiment des discussions qui vont porter autour de l'interprétation qu'on a de l'œuvre, alors que quand on a affaire à des récits qui sont discontinus, comme les séries, finalement, les discussions vont aussi porter sur l'avenir de la série, sur ce qui va se passer dans le prochain épisode, ce qui fait que la série reste en fait dans l'espace public de semaine après semaine, finalement, et va entretenir la discussion. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire en fait pour expliquer les raisons de notre attachement aux séries. Et face à ces œuvres qui vont nous intriguer, nous émouvoir, nous épauler, on va avoir des degrés d'engagement qui sont variables. Et ça, c'est parce que la sériphilie est un continuum.
Et la position qu'on va du coup occuper sur ce spectre va être déterminée par les activités en fait qu'on va avoir et qui sont relatives aux séries télévisées. Et là, encore une fois, c'est Hervé Glevarec et Clément Combe, notamment, qui ont proposé en fait des typologies pour recenser les types de spectateurs, enfin de sériphiles qui existent, et ils vont établir donc ces typologies en se basant déjà sur le statut que les spectateurs vont accorder aux séries. Donc, est-ce qu'ils considèrent les séries comme des objets de divertissement simples ou est-ce qu'ils les considèrent comme des objets culturels qui peuvent rivaliser avec le 7e art? Ils vont aussi beaucoup se baser donc, sur les pratiques et les comportements donc, qui sont adoptés. Donc, par exemple, est-ce qu'on a un visionnage qui est assidu, continu, ou est-ce que c'est un visionnage qui est maladif? Est-ce qu'on a l'habitude aussi d'acquérir les DVD ou pas des séries? Donc, est-ce qu'on va aussi acquérir les fichiers informatiques? À côté de ça, il y a aussi le fait de vouloir se renseigner sur l'œuvre. Est-ce qu'on a une connaissance étendue à ce sujet en lisant, par exemple, des paratextes, en consultant donc, des interviews de scénaristes, de réalisateurs, d'acteurs, etc. Donc, on se rend compte que jusqu'ici, ça a été beaucoup la narratologie, la psychologie et la sociologie des médias et de la culture qui ont en fait étudié les séries et le rapport qu'on a avec elles. Et on se rend compte qu'il y a eu un shift, donc un changement de paradigme, en fait, vu que c'est entre autres le propos de Maranta Boni et de Mireille Béanton, on a commencé à proposer une approche plutôt spatiale des séries télévisées. Donc, vu qu'on nous dit que l'expérience télévisée est en fait éminemment spatiale elle-même. Donc ça, c'est parce qu'on a affaire à des pratiques pendant et après le visionnage qui se déploient à la fois hors ligne et en ligne. Donc hors ligne, on a donc tout ce qui est tourisme sériel, donc on a envie d'aller sur les lieux en fait de tournage comme un pèlerinage pour être proche des personnages, par exemple. On a également les conventions, on a donc le cosplay qui apparaît à l'écran, et on a aussi donc, bien sûr, l'achat de produits dérivés grâce auxquels on va essayer d'ancrer l'œuvre chez soi ou en fait sur soi avec, par exemple, un collier, etc. À côté de ça, donc, on a tout ce qui se fait en ligne, bien sûr, donc sur les réseaux sociaux, qui sont en fait maintenant vraiment des nexus de l'activité spectatorielle, vu qu'on est à l'ère de la télévision sociale, donc à une époque où les technologies vont venir enrichir et offrir une dimension communicationnelle à l'expérience télévisuelle. Donc, c'est vraiment l'époque où on a Tumblr, Discord, Reddit, Instagram, YouTube, TikTok et Twitter notamment, qui sont vraiment liés au visionnage et à son prolongement. Maintenant, il faut préciser que quand on s'intéresse à ces plateformes, en fait, pour étudier la sériphilie, on est obligé à chaque fois d'étudier la manière dont chaque plateforme se présente, comment ça va influencer les modes d'expression qu'on va avoir sur cette plateforme finalement. Donc, on peut par exemple partir de YouTube, qui va nous permettre de poster des deep dives en fait, qui sont des vidéos qui vont être donc des vidéos d'analyse en fait, où par exemple les personnages, le thème de l'œuvre, mais aussi donc tout ce qui s'est passé au niveau de la production, donc tout le contexte de production, comment ça a influencé l'écriture, donc tout ça va vraiment être passé en revue, analysé par le spectateur, ce qui fait qu'on a vraiment affaire à ce qu'on appelle le forensic fandom, à un spectateur qui est vraiment en fait, un spectateur expert qui va rassembler toutes les informations qu'il peut trouver sur la série et va procéder à une analyse rigoureuse de celle-ci. Donc là, le moindre détail va être passé en revue, va être examiné. Et ce qui se passe, c'est que ces deep dives qui gagnent vraiment en popularité, elles sont, comme elles analysent tout, elles examinent tout, elles sont extrêmement longues. Et elles sont obligées de se sérialiser elles-mêmes. Donc, vu qu'on a affaire à plusieurs épisodes, donc là, j'ai pris un exemple de Victorious. Donc, on a un premier épisode de 5h30 et un deuxième épisode de 8h. Donc, ce sont vraiment des analyses poussées. Et à côté de ça, on a TikTok, qui va être beaucoup plus dans la brièveté. Là, on va aussi chercher à célébrer l'œuvre en la parodiant, en l'analysant, mais on va le faire sur un format qui va être très court, donc vraiment en un laps de temps. Mais dans tous les cas, le fait que l'amour aujourd'hui pour les séries soit davantage assumé par le public, au point d'être proclamé sur les réseaux sociaux, et aussi le fait que cet amour soit acceptable
en fait, aux yeux donc, du public en général, ça va impacter toute la rhétorique que les chaînes en fait, de télévision et les plateformes de streaming peuvent avoir. Et il me semble qu'on peut dire qu'avant, on avait affaire à une relation qui était en fait verticale, où en fait donc, les instances de création et de production en fait, proposaient du contenu. Donc, c'était vraiment proposer un service aux spectateurs, alors qu'aujourd'hui, on est plutôt dans une relation donc, qui n'est plus verticale, mais horizontale, vu que les instances de production et de diffusion vont en fait essayer de se mettre dans un rapport d'égalité. Et c'est visible, entre autres, avec les slogans donc, de certaines chaînes, comme par exemple la chaîne OCS, qui est une chaîne française, dont le slogan est « Vous êtes fan, nous aussi ». Donc, c'est vraiment l'idée qu'on est semblable, finalement. Et on se rend compte que ce n'est pas juste une rhétorique et que les plateformes essaient, enfin, les chaînes et les plateformes essaient vraiment donc, de refléter cette mentalité. Et c'est quelque chose qui est perceptible quand on analyse là en fait, les chaînes YouTube officielles, donc des chaînes de télévision et des plateformes, où en fait, on va retrouver des types de création de fans, typiquement, par exemple, une compilation des meilleurs moments d'un personnage. Et donc, on se rend compte que là, donc déjà, ça peut être une stratégie pour les chaînes, en fait, pour en fait, déjà mettre de l'avant le contenu qu'elles veulent, vu qu'elles opèrent elles-mêmes leur sélection, mais c'est aussi un moyen donc, de reprendre notre langage, nos modes d'expression, finalement, encore une fois, pour essayer d'être semblables. C'est bon. Et donc, ils reprennent nos modes d'expression, et ces modes d'expression sont variés. Et bon, si on jette un rapide coup d'œil sur ce qui s'est fait jusqu'ici, on se rend compte que les études en fait, sur les pratiques de la sériphilie se sont beaucoup portées sur certains types de créations, comme donc les fanarts déjà, les fanvids et les fanfictions. Et on se rend compte qu'il y a peut-être un pan qui a été délaissé et que j'étudie dans ma thèse notamment, qui concerne plutôt les créations orales, donc les créations qui s'écoutent en fait. Et donc, je vais vous parler de 3 types très rapidement, mais en fait de créations qui permettent en fait de voyager vers l'univers sériel qui nous est présenté d'épisode en épisode. Donc, en premier point, on a déjà les ambiances, donc, qui en fait sont construites à partir de bruit. Donc, les spectateurs, les fans vont aller en fait consulter des banques de données sonores libres de droit. Ils vont récupérer des sons et à partir de ces sons, ils vont reconstituer l'atmosphère d'une série, en fait d'un lieu de la série, d'un lieu culte. Donc, ça peut être la chambre par exemple de Cersei dans Game of Thrones ou là ici donc la maison d'un des personnages de Criminal Minds. Et en fait, ça permet aux personnes qui écoutent donc ces ambiances de s'imaginer donc être avec les personnages dans un contexte précis. Et on sait que quand on aime une série, on a envie d'être le plus longtemps possible dans son univers fictionnel. Donc ça, ce sont des créations qui nous permettent de le faire, typiquement. Et on a un autre type de création aussi qui va atteindre cette fin. Ça va être donc les créations, enfin les vidéos de type ASMR, donc roleplay, où là, on a donc des ASMR artistes qui vont incarner un personnage de série et en fait introduire le spectateur dans le scénario qu'ils ont inventé. Ça va se faire en fait par le biais de regards en caméra qui donne vraiment l'impression qu'on s'adresse à nous directement et aussi par le fait qu'ils vont nous poser des questions, attendre des réponses, donc comme si on était vraiment là avec eux, ce qui fait qu'on nous inclut en fait dans l'univers fictionnel encore une fois. Donc un autre type de rapport à l'œuvre et à l'univers. Et le dernier point, le dernier type de création qui peut permettre de faire ça, ce sont donc les vidéos de shifting qui ont gagné en popularité pendant le Covid. En fait, on était confinés, on avait besoin d'être ailleurs et on a commencé à proposer en fait des outils et des méthodes pour en fait atteindre l'ailleurs qu'on désire en dormant. Donc, typiquement, ça va reprendre des sons et des musiques de la série et en fait, à partir de projections, en fait, on pourra se réveiller dans l'univers de fiction qu'on désire. Donc, ça s'est vraiment démocratisé avec vraiment donc, des outils qui circulent sur les réseaux sociaux. Et donc, il me semble en fait que toutes ces créations donc, auditives permettent donc de mesurer les nombreux moyens grâce auxquels donc, les fans cherchent à investir en fait l'univers fictionnel. Donc, ces mondes imaginaires qui leur sont présentés dans la série d'épisode en épisode.
Et jusqu'ici, on se rend compte qu'en fait, on a surtout parlé de création et de tout ce qui concerne en fait l'après-visionnage, donc le post-visionnage. Et je me suis dit que ça serait quand même pertinent de s'intéresser aussi donc, aux pratiques qu'il y a pendant le visionnage. Donc, on a déjà le live tweet, par exemple, où on va commenter en direct, mais je voulais m'arrêter aussi sur les watch parties, qui ont aussi beaucoup gagné en popularité pendant le Covid, vu qu'on était séparés. Et on se rend compte qu'en fait, le public est assez friand donc, de ce type donc, de propositions qui peuvent leur être faites, vu qu'il y a en fait une spontanéité donc, dans la production d'un discours que les spectateurs vont apprécier, vu qu'on va vraiment donc, regarder la série déjà ensemble et on va la commenter encore une fois ensemble. Donc, le mot important ici étant en fait le mot ensemble, vu que là, ça va être essentiel pour les spectateurs, en fait, de resynchroniser déjà l'acte de visionnage. Donc, ça veut dire qu'on va se réunir donc, à un même moment pour regarder donc, avec autrui en simultané. Mais il me semble quand même qu'on peut rajouter que ce n'est pas juste un temps qui est partagé donc, dans ces moments-là, il y a aussi l'espace. Vu que là, encore une fois, j'étudie la rhétorique des plateformes qui proposent en fait ce type de service et ils expliquent à leurs clients finalement que ce qui leur est proposé, c'est une opportunité en fait qui est celle d'être en hôte et d'accueillir en fait chez soi virtuellement donc d'autres spectateurs. Donc, comme en fait, on pouvait le faire avant, ce qui fait que finalement, les chambres et les bureaux, en fait, depuis lesquels les hôtes se filment, sont vraiment devenus le nouveau salon, qui était le lieu de visionnage principal, donc avant que se développe donc, le modèle ATAWAD, donc Anytime, Anywhere, Any Device, qui renvoie à la capacité qu'on a en fait aujourd'hui, grâce aux technologies, en fait, de regarder les séries qu'on veut, où on le veut, quand on le veut. Et donc, en légalisant donc, la covision, donc l'acte de visionnage avec autrui, donc, qui est d'inviter d'autres personnes à regarder avec soi dans son domicile, les plateformes qui proposent ce type de contenu sont en fait en train d'entretenir aussi la perception que l'acte de regarder une série, c'est quelque chose d'éminemment en fait lié à la domesticité. Donc ça, c'est un premier point. Mais une autre chose que j'ai remarqué, c'est aussi qu'il y a toute une rhétorique qui suggère, donc ce n'est pas explicite, mais qui suggère donc aux clients qu'ils pourraient faire fortune, en fait, ou en tout cas se développer une communauté et gagner de l'argent grâce à leurs commentaires en fait, qu'ils feraient en direct avec eux. Donc ça veut dire qu'il y a aussi une reconnaissance du fait que notre amour pour les séries est extrêmement lucratif finalement. Et ça m'amène donc à ma dernière réflexion donc, sur la prospérité et l'échec des relations qu'on peut avoir donc, avec les séries. Donc, pour savoir si on peut rentabiliser ou non cet amour. Parce que, en fait, l'étude de la sériphilie, ça va toujours rester une étude donc, déjà de l'affectif, mais aussi donc, de l'économie. Vu que regarder une série, être sériephile, ça reste toujours un investissement. Donc, déjà un investissement temporel, vu qu'on va regarder des séries pendant un certain nombre d'heures, mais c'est aussi un investissement émotionnel, vu qu'en fait, on s'attache au personnage, mais c'est aussi donc un investissement financier, et pas juste pour les instances de production. Ça va l'être aussi pour les spectateurs, vu qu'ils vont, ils vont déjà pouvoir en fait, capitaliser sur leur passion ou pas, mais surtout parce que, comme l'a souligné donc, Mélanie Bourda, à chaque fois qu'on produit donc, des fan-art, des fanfictions ou des discours sur l'œuvre, on est en train de faire une publicité gratuite pour la série, ce qui rappelle que le spectateur contemporain, en fait, est à la fois un consommateur de produits, enfin de contenu médiatique, mais il en produit aussi à son tour. Donc, ce qui fait qu'il est un prosumeur, finalement. Et que parfois, ce qu'il va produire va faire qu'il y ait une exploitation, en fait, mais sans salaire. Donc, on va en fait, profiter de son engouement pour l'œuvre pour faire encore une fois la publicité de la série. Alors, je voulais aussi pointer du doigt rapidement le fait qu'aujourd'hui, en tout cas, moi je l'ai repéré surtout sur Tumblr, il existe des prosumers un peu particuliers, mais donc, comme je le disais, ils sont nombreux sur Tumblr. Il faut rappeler quelque chose pour comprendre, c'est que Tumblr a été un peu le berceau donc des GIFs et des GIF-sets qui se sont vraiment développés donc, sur ce site. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup donc, de GIFs et de GIF-sets de séries qui circulent sur Tumblr.
Et comme il y a aussi beaucoup de discours sur les séries qui vont circuler en fait sur ce site. Et ce qui se passe en fait, c'est que les individus même qui n'ont pas visionné une série vont interagir donc avec tout le contenu qui se fait autour de cette série, et ils vont estimer à la fin en savoir assez pour produire à leur tour en fait des créations artistiques sur l'œuvre. Donc ça veut dire que même sans l'avoir vu, ils estiment qu'en étant grâce à une exposition répétée, en fait, ils sont capables, ils en savent assez pour participer donc à la production de paratextes, en fait, même si c'est ça, ils n'ont interagi qu'avec des paratextes, mais ils se sentent légitimes pour en produire à leur tour. Donc, je voulais juste apporter une nuance à ce propos, c'est que ça peut être déjà stratégique, ce genre de comportement, vu qu'on sait que si une œuvre est appréciée et qu'on crée un fan art à ce sujet, on a de fortes chances que le fan art qu'on va faire soit liké et reblogué. Donc, ça peut être une stratégie, en fait, pour gagner en visibilité en tant que créateur, en tant qu'artiste. Mais ce qui m'interpelle surtout, c'est qu'ils vont souvent, donc ces usagers qui sont des non-spectateurs, mais qui sont quand même engagés dans des pratiques sériphiles qui reprennent donc, des modes d'expression, ils vont souvent préfacer donc, leur post en disant je n'ai pas regardé la série, mais voici tout ce qui se dit, tout ce qui se fait à son sujet m'a inspiré. Et ils disent aussi, donc surtout, qu'ils n'ont pas regardé la série parce qu'il y a trop d'heures de contenu et qu'ils ne se sentent pas en fait prêts à s'engager ainsi. Et ça, c'est parce qu'on le sait, les séries sont chronophages. Ce qui fait qu'il y a des spectateurs qui vont pratiquer ce qu'on appelle le speed watching. Ils vont regarder l'œuvre en accéléré. Donc, ça veut dire qu'on va accélérer, donc, enfin, on va changer la vitesse de lecture de la série pour la regarder en accéléré. Et on va réussir à regarder, donc, je ne sais pas, un épisode de 50 minutes en 30 minutes. Et donc, les gens qui pratiquent le speedwashing disent que c'est en fait pour avoir le temps peut-être de faire d'autres activités à côté, donc du sport, une sortie entre amis, donc, ce qui est peut-être délaissé en fait qu'on est trop pris dans une fiction. À côté de ça, il y en a d'autres qui disent qu'ils accélèrent la vitesse de lecture d'une série pour la terminer au plus vite et passer à une autre série en fait. Et il me semble qu'il y a une partie donc, de ce public qui agit ainsi, donc, qui se dépêche de regarder une série pour passer à la suivante, parce qu'il y a en fait un certain FOMO, donc Fear of Missing Out, donc une peur donc, déjà de manquer les séries du moment donc, qui sont diffusées à cette période, mais aussi peut-être la peur de ne pas encore avoir vu toutes ces séries classiques qu'on nous recommande en fait à chaque fois. Et ça en fait, prouve bien en fait, l'anxiété que peut susciter en fait, le nombre colossal de fictions qui ont été créées pour la série, pour le petit écran, pardon, et qui sont continuellement créées en fait, et qui alimentent en fait une certaine anxiété. Donc, comme je le disais, et il y a déjà certains chercheurs qui prédisent en fait une saturation du public. Ils nous disent que en fait, au bout d'un moment, il y aura un écœurement de la part des spectateurs, vu que les séries en fait sont trop présentes dans la culture populaire. Donc, je ne sais pas du coup si ça va se concrétiser ou pas, mais quelque chose qu'on remarque d'ores et déjà, c'est qu'il y a eu une recrudescence des formats courts en fait. Donc, on a beaucoup de formats courts, donc, comme les mini-séries qui reviennent à la mode, et aussi donc, les séries d'anthologie, comme la série donc, Room 104, dont le créateur, donc, Jay DeClass, faisait remarquer qu'en fait, d'après lui, l'anthologie est en fait le Tinder de la télévision. Donc, ils nous disent qu'en fait, on a affaire à une série où on nous propose un épisode et on n'est pas obligé de s'engager plus loin. On va regarder un épisode et on peut s'en tenir à ça. Donc, ça veut dire qu'on nous propose finalement des relations à court terme avec les séries plutôt qu'à long terme. Et ça fonctionne vu qu'il y a une demande en fait, de la part du public concernant les séries d'anthologie. Mais donc, on peut avoir des relations à court terme avec les séries, mais dans les faits, ça reste plutôt les relations à long terme qui prédominent. Et je vais terminer sur ce sujet en soulignant juste que, donc, on a, en fait, en général, on grandit, on vieillit avec les séries. Le cas extrême étant celui des soap-opéras qui vont parfois durer depuis 50 ans. Donc là, c'est vraiment l'idée de vieillir avec la série. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'on a affaire à une relation donc, sur le long terme qui va être en fait mise à l'épreuve donc, à chaque épisode et à chaque saison. Donc l'amour peut se terminer, donc s'amenuiser donc, de saison en saison, où en fait, se terminer abruptement parce qu'il y a un épisode qui va nous agacer profondément ou nous décevoir. Donc là, ça va être la fin de l'amour. Et en fait, cet amour est essentiel donc, pour la télévision, vu qu'on sait que quand une série n'est pas aimée, en fait, elle va être annulée.
Et donc, ça veut dire quand l'amour est quantifiable à la télévision. Donc, on utilise les taux d'audience pour savoir si une œuvre fonctionne ou pas. Sauf que on considère que si le public n'aime pas, on annule la série et c'est de sa faute si l'œuvre disparaît, c'est parce qu'elle a été mal aimée. Sauf qu'on se rend compte qu'aimer une œuvre, ça ne suffit pas, vu qu'on va avoir des campagnes en fait, pour défendre la série et la faire renouveler, sauf qu'elles ne portent pas nécessairement leurs fruits. On se rend compte que même aujourd'hui, il y a de nombreuses campagnes qui se multiplient en vain. Et ça, c'est parce que, en fait, en partie, les plateformes de streaming ont changé en fait, les outils de mesure qu'ils vont utiliser pour décider comment ils vont, quelle série choisir pour le renouvellement en fait, à chaque nouvelle saison, mais pour savoir si la série aura droit à une nouvelle saison. Et Netflix, notamment, utilise donc, ce qu'on appelle le completion rate, donc le taux d'achèvement, donc qui va vraiment se baser sur le pourcentage en fait, de l'audience qui a terminé la série pour savoir si ça vaut le coup ou non de la renouveler. Mais ce qui se passe, et ça c'est quelque chose que Paul Tassi a pointé du doigt donc, dans 2 articles qu'il a publiés donc, en janvier 2023, c'est que ce qui se passe, c'est que les plateformes ont tendance à annuler donc, les séries au bout d'1 ou 2 saisons, ce qui fait que le public, lui, il va être réticent à commencer une série qui n'est pas sûr en fait, le public va être réticent à commencer une série qui n'est pas sûre qui va se terminer, ce qui fait qu'il y a en fait un cercle vicieux. Netflix arrête les séries avant que le public n'ait eu le temps de s'engager, en fait, n'ait été motivé à le faire. Et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que ce n'est pas tant le fait que le public est réticent à s'engager qui pose problème, c'est plutôt le fait qu'on va utiliser l'arrêt en fait, dans le visionnage comme un argument pour se dire que la série n'a pas fonctionné. Donc, c'est l'idée que le spectateur ne peut pas s'arrêter de regarder l'œuvre, même brièvement, alors qu'on a quand même affaire à des séries donc, qui normalement fonctionnent sur l'intervalle, sur les pauses, et là on ne laisse pas au spectateur le choix, l'opportunité de faire une pause dans son visionnage. Donc c'est-à-dire que les plateformes n'autorisent en fait ce genre d'intervalle de temps, de souffle en fait, que quand c'est elle qui l'a imposé, que quand ce sont les plateformes qui disent on va diffuser la série de manière hebdomadaire finalement. Et donc, ça prouve aussi que les plateformes de streaming se posent vraiment comme des entremetteurs, finalement, qui vont nous dire, donc voilà une série qui pourrait vous intéresser, tout en nous disant, donc après avoir analysé nos interactions avec la série, en disant, en fait, ce n'est pas une relation qui sera viable, on va retirer la série, donc on va vous, en fait, vous retirer cette relation que vous pouviez avoir avec l'œuvre. Et ça veut dire aussi, donc, que les plateformes veulent des relations qui sont vraiment rushées avec les œuvres, donc elles veulent qu'il y ait un coup de foudre, en fait, dès le premier épisode, que ça fonctionne. Donc, une relation d'amour qui se développe donc, dès le pilote, finalement, alors qu'on se rend compte que les séries prennent du temps à trouver leur marque et que souvent, les spectateurs sont engagés vraiment dans une œuvre au bout de plusieurs épisodes, voire plusieurs saisons. Donc, c'est un peu toutes les complexités qu'il peut y avoir. Et donc, voilà ce qu'on pouvait dire en fait sur les plateformes. Juste un dernier point donc, pour relever encore le rôle d'entremetteur. Donc, ce sont toutes ces rubriques qui nous disent voilà les séries qui sont pour vous. Donc, on va vraiment nous faire des recommandations avec l'économie servicielle et l'hyper-personnalisation. Donc, on nous dit ça, c'est la série qui est pour vous. On la présente encore une fois comme un objet d'amour potentiel, tout en se réservant le droit de mettre fin à cette relation d'amour. Donc, c'est une moindre insatisfaction qui est perçue. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire sur la série Philly, donc, qui est toujours une étude de la production, mais aussi de la réception, vu qu'il faut comprendre déjà en fait, toutes les stratégies qui sont employées par les scénaristes, les instances de production en général pour nous faire aimer la série, mais aussi analyser tout ce que nous, on fait et en fait, qui va manifester cet amour et peut-être motiver en fait, la continuité de l'œuvre. Voilà. Merci beaucoup, Joyce. Excellent. L'enregistrement.